Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Jeudi on jase avec les experts. Donc, j'ai Annie des Trois Maisons avec moi aujourd'hui. Hein? Merci d'être là, Annie. Avant, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Angélique Lantier. Je suis conférencière, animatrice et coach pour Santé mentale Québec Rive-Sud. Ça va faire plus de 3 ans que je suis avec eux et donc j'administre un groupe Cheminer vers l'équilibre où est-ce qu'on parle de différents sujets en lien avec la santé mentale, comment est-ce qu'on peut maintenir une bonne santé mentale, comment est-ce qu'on peut améliorer notre santé mentale. Et donc, aujourd'hui, on va toucher un sujet qui est très précis, si on veut dire, c'est les 3 raisons qui nous poussent à trop manger. Alors, c'est Annie qui va pouvoir nous présenter ça aujourd'hui, donc l'experte du jour. Annie, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de Et m'inviter. j'aimerais que tu nous présentes un peu, c'est quoi un peu ta formation et ensuite, on va pouvoir embarquer dans le sujet des 3 raisons qui nous poussent à trop manger. Oui, donc, comme tu disais, donc moi, c'est Annie Destremaisons, je suis nutritionniste, je suis aussi professeure de méditation. Donc, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université d'Ottawa. Donc, je suis membre de mon ordre professionnel des diététistes du Québec. Donc, ça, c'est mon background un peu académique. J'ai découvert tout ce qui est, moi, je travaille avec l'alimentation intuitive, avec manger en pleine conscience. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert au fil de ma pratique. Puis j'ai vraiment tombé, si je peux dire, je suis tombée en amour, puis j'ai aussi compris que c'était vraiment l'approche que je voulais avoir. Puis c'est drôle de dire, mais au moment que j'ai rencontré cette approche-là, je ne savais pas que ça existait. Puis quand j'ai découvert cette approche-là, j'ai fait, c'est ça que je crois, puis c'est ça profondément que je veux amener aux gens. Parce que dans le fond, moi, je travaille avec une clientèle principalement de femmes. Il y a des hommes où on s'entend que souffrir d'une relation qui est difficile avec son corps, qui est difficile avec son alimentation, c'est pas uniquement les femmes, mais la majorité, la grande majorité de mes clientes, c'est des femmes. Donc, évidemment, ça peut aller autant d'une relation qui est difficile, donc d'une plus petite souffrance, si je peux dire, par rapport à sa relation avec l'alimentation, sa relation avec le corps, comme ça peut aller jusqu'à des troubles alimentaires. Donc, moi, principalement, je vais travailler avec des gens qui ont ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique, donc qui est de manger de façon excessive sans faire de compensation. Si je compare avec la boulimie, où est-ce qu'on va avoir une méthode compensatoire, comme par exemple faire de l'exercice de façon excessive, utiliser des laxatifs, se faire vomir. Donc, il n'y a pas ce genre de compensation-là avec ces personnes-là. Donc, c'est vraiment des excès alimentaires, donc des crises alimentaires qu'on peut appeler. Puis, évidemment, ça peut être on n'a pas besoin d'avoir le diagnostic, on n'a pas besoin d'avoir l'étiquette, si je peux dire, pour vivre cette souffrance-là. OK? Puis, je vous dirais, la majorité des personnes que je rencontre n'ont pas de diagnostic, mais ça ne veut pas dire pour le moins qu'il n'y a pas une souffrance qui est associée avec ça. Donc, c'est vraiment tout ce qui est alentour de la relation avec l'alimentation, la relation avec le corps. Donc, pour moi, c'est d'accompagner finalement ces femmes-là à développer une façon plus intuitive, plus connectée à elles-mêmes pour manger, puis surtout sortir, puis ça, on va en parler dans les 3 raisons qui nous amènent à trop manger, mais sortir de notre tête, puis justement de reconnecter avec notre corps, puis de ressentir plus finalement c'est quoi les signaux, c'est quoi le langage, les messages de notre corps qui nous envoie. Et donc, c'est pour ça aussi que ça fait un beau pont avec la santé mentale, parce que oui, les troubles alimentaires, ça fait partie des problématiques de santé mentale qu'on peut vivre. Exact. Mais c'est aussi, la santé mentale, c'est aussi un bloc avec la santé physique. Quand on se sent bien avec soi, avec son corps, ça fait toute partie, dans le fond, d'un bien-être. Donc, c'est pour ça qu'on explore aussi cette façade-là, si on veut dire, avec toi aujourd'hui. Parce que ça a une corrélation. C'est beaucoup plus commun qu'on pense. Une relation qui est difficile avec son corps et avec son alimentation, ça nous suit quotidiennement. À tous les jours, quand le manger prend tout l'espace dans la tête, quand c'est un peu, certaines clientes me disent, je suis devant ma télévision le soir, puis j'ai comme le petit ange puis le petit démon qui me dit comme va chercher le sac de chips, vas-y pas, va chercher, va pas chercher, va chercher. Puis comment c'est souffrant. Puis souvent, les gens vont même banaliser ce genre de... En fait, c'est normal dans le sens où il y a plus de gens qui ont une relation qui est difficile, qui ont ces pensées-là, qui ont une relation qui est malsaine avec l'alimentation et le corps, que des gens qui ont une relation qui est saine. Donc, souvent, on a certains comportements qu'on croit normaux, sains, mais au contraire, ils ne le sont pas.
Oui, puis tout à fait. Moi, je sais que j'en ai eu pendant longtemps, puis je ne peux pas dire que c'est nécessairement toute partie, mais j'en prends conscience, de plus en plus. Puis c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir en jaser, puis je vais sûrement te poser des questions aussi là, par rapport à ça. Alors, si justement, on se dit, bon, bien, il y a 3 raisons qui nous poussent à trop manger, Oui. c'est quoi la première raison? Oui. Mais dans le fond, je vais vous nommer les trois raisons, puis je vais commencer par la première. Donc, c'est la première raison qui nous amène à trop manger, c'est de ne pas répondre à un besoin physiologique. OK? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est tout le côté de restriction, privation, contrôle qui nous amène de façon inévitable à l'excès. Ça, je vais vous expliquer plus en détail. Puis le troisième élément, c'est tout le côté émotionnel. Donc, manger devient une façon de se réconforter, de se déconnecter de son corps, puis que ça devient une distraction même, pour ne pas ressentir qu'est-ce qui est là réellement, c'est quoi la souffrance qu'on a à l'intérieur de nous. Fait que ça, c'est vraiment les 3 points que je veux vous partager aujourd'hui. Puis peut-être que là, évidemment, c'est de façon un peu plus générale. Il y a beaucoup de nuances à amener par rapport à ça, mais quand même, je pense que ça va pouvoir vous donner une idée un petit peu de si ça vous rejoint, puis si c'est quelque chose qui, c'est une expérience que vous faites. Fait que le premier point, donc tout le côté physiologique. Là, on est dans la base, on est dans la base de la base, OK? Manger, c'est pour notre survie, c'est la physiologie. Nous avons besoin de manger pour survivre, OK? Ça, c'est indéniable, OK? Puis c'est super important, comme autant qu'on est capable de ressentir quand on est fatigué, autant qu'on est capable de ressentir quand on a envie de pipi, mais autant ça devrait être aussi clair que quand on a faim. OK? Puis ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très commun chez mes clientes, c'est qu'elles ne vont pas sentir finalement le signal de faim. OK? Souvent, elles vont se rendre à être affamées. Donc là, être affamée, c'est au-delà de la faim. Donc, c'est j'ai attendu mon signal, je ne l'ai probablement pas ressenti, parce que souvent, c'est ça qui arrive. Parce qu'on est déconnecté de notre corps, on ne ressent pas l'intensité des signaux, mais on va peut-être l'entendre quand notre corps va être en train de crier pour nous dire « j'ai faim ». Puis là, à ce moment-là, on va l'entendre, on va faire « ah tiens, il faudrait peut-être que j'aille manger ». Mais à ce moment-là, on est déjà dans un état où le corps est en alerte, le corps est en urgence d'aller répondre à son besoin de manger. Okay? Donc, le fait de s'amener à cet état-là d'affamer, on a beaucoup plus de chances de trop manger. Oui, tout à fait. Parce que est-ce que ça a un impact, dans le fond, sur après comment reconnaître quand on n'a plus faim, quand c'est le temps d'arrêter de manger? Oui, ça a un impact, j'imagine. Parce qu'on mange souvent plus rapidement. Peut-être debout dans le garde-manger, puis dans le frigo, en train de prendre du fromage, des craquelins, une tranche de viande froide. Tu sais, on picosse, là, on mange. Puis oui, définitivement, parce que autant qu'on mange rapidement, on a moins le temps de savoir comment on est rassasié. Puis 2, aussi, le fait d'être déconnecté avec notre faim, on est souvent aussi déconnecté avec nos signaux de rassasiement, nos signaux de satiété. Donc, ça devient, ça aussi, c'est le forfait, si je peux dire, qui vient avec le fait d'être déconnecté de notre corps. C'est autant les signaux de faim que les signaux de satiété. Fait que oui, définitivement, c'est que ça vient brouiller finalement ces signaux-là. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on se met à travailler ces signaux-là, à apprendre à manger régulièrement, à apprendre à manger suffisamment, à tendre l'oreille, à s'arrêter pour ressentir c'est quoi mes signaux de faim, qu'est-ce que c'est avant de manger. Par exemple, concrètement, ça pourrait être quoi? Avant de manger, je m'arrête, avant de mettre une bouchée dans ma bouche, juste d'aller observer. Je me sens comment physiquement? Est-ce que j'ai un peu de salive dans ma bouche? Est-ce que j'ai la gorge sèche? Est-ce que je sens un vide dans mon estomac? Est-ce que ça fait mal? Donc, comment est-ce que je me sens? Puis une façon de savoir si on est dans une faim qui est physiologique, une faim qui est réelle, si je peux dire, versus d'être affamé. Donc, on est rendu beaucoup trop loin dans le processus, finalement, de la faim, donc on est rendu vraiment plus loin, c'est de savoir est-ce que les sensations que je vis, est-ce qu'elles sont agréables ou est-ce qu'elles sont désagréables? Donc, si je vis des sensations agréables de la faim, ça veut dire que probablement je suis dans cette zone-là où j'ai une faim normale, puis c'est le bon moment pour aller répondre à ce besoin-là. Si au contraire, je suis dans des sensations qui sont désagréables, bien là, ça se peut que justement, le tremblement, le mal de tête, la sensation de vide, là, pognée dans le ventre, là, qui est comme « ah, ça gargouille ». Oui, exactement. Donc, quand on s'en va dans des sensations désagréables, ça se peut qu'on soit rendu trop loin.
Puis encore là, j'ai des clients qui sont tellement déconnectés de leur corps que même là, les sensations que quelqu'un, je mets des guillemets, là, normalement aurait senti comme désagréables pour elles, elles n'ont pas autant l'intensité parce que cette déconnexion-là est là. Fait que c'est juste d'être, moi, c'est plus de vous amener à être curieux face, c'est quoi l'expérience pour moi de la faim, OK? Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont regarder les moments où ils ont trop mangé. Justement, faire comme hey, ça n'a pas de bon sens. Au souper, j'ai pris une assiette, une deuxième assiette. Puis là dans la soirée, j'ai été grignotée. Je mangeais. Okay? Souvent, c'est ça que les gens me rapportent. Par contre, on oublie de regarder les moments où on n'a pas assez mangé. Est-ce que vous avez déjeuné? Est-ce que vous avez pris des collations, dîner, dépendant évidemment de votre horaire, dépendant. Mais est-ce que vous avez nourri, quand je vous dis de manger régulièrement et suffisamment au fil de la journée? Parce que des fois, c'est ça l'impact. C'est parce que vous n'avez pas nourri suffisamment votre corps durant la journée, bien, à la fin de la journée, il fait enfin, la nourriture est disponible. Puis là, bien, il y a justement cette accumulation-là, puis cette urgence-là qui est là de nourrir le corps. Puis si je comprends bien aussi, dernièrement, j'avais parlé avec une naturopathe, puis elle m'avait dit qu'on a tous des types glandulaires, en tout cas différents, c'est-à-dire que au niveau de notre système, il est tout différent d'une personne à l'autre. Et donc, pour certaines personnes, manger un gros déjeuner, c'est primordial pour eux, alors que pour d'autres, comme exemple, moi, mon déjeuner puis mon dîner, j'ai compris que c'est pas là qu'il faut que je mange les plus grosses portions, il faut que ça soit petit, léger. Comme ça va maintenir mon énergie jusqu'au souper, puis mon souper, c'est mon repas principal. On a entendu dire « Ah, mais le déjeuner, c'est genre le repas le plus important. » Fait que, tu sais, des fois, on se fie à qu'est-ce qu'on pense que ça devrait être. Alors que je réalise que pour chaque personne, ça peut être différent, d'où l'importance de vraiment se connecter à soi et de s'écouter parce qu'il y a juste nous qui peut vraiment savoir ce dont on a besoin. Parce que c'est unique pour chaque personne. Exactement. Fait indépendamment, je veux dire que ce soit nos glandes, pas nos glandes, moi, je pense que ce qui est important, c'est de revenir à notre expérience, à nous. Justement, c'est d'apprendre, parce que souvent, les personnes qui viennent me voir ont fait beaucoup de régimes. Moi, quand je dis régime, entendez tout ce qui est de la privation alimentaire, du contrôle alimentaire, de la restriction alimentaire. Okay? Peu importe que ça a un nom, que c'est Weight Watchers, belle et mince, mince à vie, ou que ce soit de se dire, ben moi, cette semaine, je ne mange pas de dessert. Okay? Peu importe la façon qu'on va s'être privé, restreint ou qu'on va essayer de contrôler son alimentation. Généralement, les femmes qui viennent me voir ont fait ce parcours-là, puis ça fait des années. Puis, évidemment, le poids aussi a fait ce qu'on appelle le fameux yo-yo. Fait qu'ils ont perdu, ils en ont repris un petit peu plus, ils en ont perdu, ils en ont repris un petit peu plus, puis au final, ben le poids, ils en ont pris au fil des années. Okay? Puis ça, c'est vraiment à cause des régimes qu'elles ont pris du poids et non une question de volonté, de motivation. Ça n'a aucun lien. Okay? Les régimes sont voués à l'échec. 95% des gens qui suivent un régime, après 3 à 5 ans, ils reprennent le poids qu'ils ont perdu. 60% du 95% en reprennent plus. Mais c'est ce que je comprends, c'est que dans le fond, on essaie de travailler ou de contrôler un comportement, mais sans aller regarder qu'est-ce qu'il y a à la racine qui fait que ce comportement a lieu. Tandis que, tu sais, si on va regarder à la racine qu'est-ce qui se passe, comme tu dis, d'être capable d'écouter, etc., bien, on n'aura pas ce comportement-là. Donc, on n'aura pas besoin de tomber dans le régime, etc., puis de contrôler finalement l'alimentation en soi parce qu'on va plus y aller de façon intuitive. On revient à s'écouter. Tu sais, puis il y a une nuance à faire. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de nuances avec l'alimentation intuitive. Mais la problématique actuelle, c'est que les aliments, on est venu à mettre certains aliments ou certains nutriments sur un piédestal. De dire comme, cet aliment-là, il est exceptionnel, puis lui, il est toxique. OK? Ou genre bon, mauvais. Exactement. Fait que là, on s'est mis à catégoriser des aliments sur une valeur nutritionnelle. OK? Puis avec l'alimentation intuitive, c'est pas de dire qu'on ignore la valeur nutritionnelle d'un aliment. Donc, oui, il y a certains aliments qui sont plus intéressants nutritionnellement que d'autres. Complètement. Par contre, c'est de regarder la globalité de l'aliment, la globalité de ce que c'est de manger, la globalité de mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai le goût, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui est disponible devant moi, c'est quoi les capacités culinaires que j'ai pour cuisiner tel ou tel plat, financièrement, est-ce que je peux me payer ces aliments? Mais c'est de regarder de façon beaucoup plus globale que simplement de revenir au fait, parce que c'est ça qui a été, si je peux dire,
comme rapetisser, on a tout mis l'attention sur ces éléments-là. C'est pas dire qu'ils n'existent pas. C'est juste que là, il y a un débalancement de dire que là, c'est les seuls critères qui font qu'on choisit ce qu'on mange. Mais c'est pas ça, la réalité. C'est pas du tout ça. Et puis, on va parler tantôt de manger ses émotions, mais manger ses émotions, c'est correct. Ça fait partie des raisons qui font qu'on peut manger. C'est bien correct. Manger, c'est partager. Manger, c'est notre culture. Manger, c'est qui on est. Manger, c'est nos préférences. Manger, c'est très, très vaste. Donc, c'est de considérer finalement l'alimentation de façon beaucoup plus globale. Puis oui, justement, de faire des moi, c'est ce que j'appelle avec mes clients, de faire des expériences. Tu sais, toi, Angélique, dans ton expérience, tu t'es rendu compte que le déjeuner et le dîner, c'est des repas qui sont un peu plus légers. Puis pour toi, le soir, bien, merveilleux pour toi, c'est ça qui te correspond. Puis quelqu'un d'autre, ce ne sera pas du tout ça. Mais définitivement que tout c'est d'aller défaire finalement tout ce qu'on a entendu, tous les mythes, toutes les ci, toutes les ça, puis de revenir, moi, c'est quoi mon expérience à moi? Parce que c'est elle qui est la plus valide. Oui, exact, parce que c'est nous qui devenons l'expert de nous-mêmes. Tout à fait. On est comme les seuls qui sont placés. Tu sais, oui, on peut recevoir un accompagnement, oui, on peut recevoir des outils, etc. Oui. On peut recevoir des informations, tu sais, comme tu disais. Mais au final, on devient comme notre propre laboratoire, je veux dire ça comme ça, où est-ce qu'on fait des hypothèses, on fait des expériences. Moi, je suis une scientifique avant dans l'âme, fait que j'aime bien ça. Moi, je me considère comme mon propre laboratoire, puis donc je fais des tests, puis je vois, ah ben oui, tu sais, j'aime bien manger la poutine, mais si j'en mange trop après, ben oui, je vais être fatiguée, tu sais. Puis là, OK, bon, ben je sais que je suis fatiguée. Fait que plus tard, ben, je peux me dire, ben, en ce moment, si j'assume le fait que j'ai le droit d'être fatiguée puis ça ne me dérange pas après, ben, je vais faire comme, ben oui, ça me tente de manger la poutine. Si je fais, c'est peut-être pas un bon moment pour être fatiguée, j'ai besoin d'être productive, ben, mais je vais choisir d'autres aliments. Exactement, c'est ça de faire un choix. C'est ça, moi, j'appelle ça de faire un choix conscient, dans le fond. Je sais qu'est-ce que ça va me faire, puis en même temps, est-ce que ça va être cette poutine-là d'en manger, de choisir, tu sais, ça va être, est-ce que je choisis d'en manger peut-être un peu trop, qui est correct aussi, puis je sais comment je vais me sentir, fait que j'assume ça. Est-ce que je choisis d'en manger un peu moins, mais est-ce que je vais être aussi satisfaite? Ça, c'est important. Oui, non. Je choisis, ou je choisis de ne pas en manger, puis d'en manger le lendemain, plus tard, à un autre moment. Mais ça, c'est quand on a justement une relation qui est saine parce qu'on se dit que l'aliment, il va toujours être disponible. C'est que si je n'en mange pas maintenant, ben, il peut en avoir demain, il peut en avoir dans une semaine, il peut en avoir dans un mois. C'est mais ça ne veut pas dire que je vais en manger demain, après-demain, 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 après-demain. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il est disponible. Il n'y a pas de peur d'en manquer, tu veux dire. Exact. Mais il n'y a pas aussi cette crainte-là que. Il y a cette peur-là d'en manquer, puis il y a aussi ce contrôle-là qui est associé à l'aliment. Puis ça l'amène justement au point numéro 2. Dans le fond, qu'est-ce qui nous amène à trop manger? C'est quand on a associé tout le contrôle, la restriction par rapport aux aliments, on développe une relation qui est difficile parce qu'on se dit, bien là, des chips, il n'y en a pas tout le temps. Je ne m'en permets pas tout le temps. Je ne peux pas en manger trop. Ce n'est pas un bon aliment. C'est tout ce discours-là qui roule dans notre tête. Puis le jour où on en mange, parce que des chips, ça fait partie de la vie, puis il va en avoir. OK? Bien, moi, ce que j'appelle, c'est le balancier. Dans le fond, on part d'un côté qu'on est dans la privation, la restriction, le contrôle. Puis ensuite de ça, on part de l'autre côté vers l'excès. Ouais. Puis souvent, selon l'intensité qu'on avait de restriction par rapport à l'aliment. Donc, on va dire ça fait 3 mois que vous mangez 0 chips. Mais à chaque fois que vous passez à côté de la rangée dans l'épicerie des chips, là, en fait, vous l'évitez, cette rangée-là, parce que vous ne voulez pas y aller. OK? Puis ça fait 3 mois que vous n'en avez pas mangé. OK? Mais le jour où il y a un sac de chips qui va rentrer dans la maison, à mon avis, il va être mangé sur le coin du comptoir d'un coup, puis ça va être tout, là. Puis ça, c'est complètement normal. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a eu cette privation-là, ce contrôle-là, cette restriction-là par rapport à l'aliment. C'est ça, justement, qui fait que ça peut nous amener à trop manger. Puis souvent, le discours accompagné avec ça, c'est toute la culpabilité, sentir mal, je ne suis pas bonne, j'aurais dû être capable de ne pas en manger, j'aurais dû être capable d'en manger moins. Donc, tu sais, quand on parle de santé mentale, là, le discours qui est difficile, se taper sa tête, l'estime de soi, c'est rough. Oui, exact. Puis, tu sais, moi, je réalise que, tu sais, si exemple, tu sais, le 3e point, on va en venir tantôt, mais manger nos émotions, c'est comme plus qu'on se sent mal, plus qu'on a envie d'aller chercher du comfort food, comme on dit. Fait que, bien, plus qu'on en mange, plus qu'on se tape sa tête, plus qu'on a envie d'aller en manger plus, plus on tombe dans un cercle vicieux où est-ce que finalement, comme on a comme honte, etc. Oui, complètement. Tu sais, ça devient vraiment un cycle destructeur, tu sais, vraiment comme qui nuit à toutes les différentes sphères de notre vie, là. Et, tu sais, je me disais,
Tu parlais tantôt de chips, là. Écoute, j'avais une image dans la tête de quand j'étais jeune avec ma famille, parce que oui, souvent, ces patterns-là, ça ne vient pas comme du jour au lendemain. Des fois, c'est des affaires, comme avec nos parents. Oh non, tu ne mangeras pas le dessert avant d'avoir tout fini ton assiette. Non, tu ne sors pas de la table. Nous autres, c'est comme, mes parents, ils étaient vraiment, comme extrémistes. Je les aime, mes parents, OK? Mais malheureusement, je veux dire, ils étaient quand même dans l'extrême. Fait qu'eux, ils étaient vraiment genre grano freak. Genre fruits, salade, patates. Moi, j'ai une écœurantite des patates à cause de ça dans ma vie. C'est correct aussi. Et quand ça tombait, des fois, dans une fin de semaine ou peu importe, là, c'était comme et mon père, il achetait du chinois ou de la pizza ou faisait des hamburgers, puis c'était comme once in a lifetime. Là, ça n'arrivait pas souvent. Là, puis c'était comme, il fallait que tu sois chez nous là, cette journée-là. Là, puis écoute, les sacs de chips, là, la pizza, le lendemain, il n'en restait plus rien. Il n'y avait plus une trace. Fait comme, si tu n'étais pas là, ce moment-là, là, tu n'avais aucun accès. Là. Puis je me souviens, je veux dire, on allait chez des amis, là, littéralement, pour pouvoir aller comme manger, comme autre chose. Fait que, tu sais, je disais, la restriction, ça a tellement une profondeur que des fois, ça vient de loin, tu sais, d'un modèle qu'on a eu qui n'était pas équilibré. Tu sais, puis j'aime ça parce que, tu sais, le groupe, ça s'appelle Cheminer vers l'équilibre. Hein? Fait que, tu sais, on tombe les deux extrêmes, puis à un moment donné, on trouve le juste milieu. Pour être en mesure justement de naviguer à travers ça. Puis je pense que le juste milieu ne se trouve pas du jour au lendemain. C'est plus comme une expérimentation d'essayer d'aller de moins en moins vers les extrêmes pour être en mesure de trouver de plus en plus cet équilibre-là selon nous, selon ce que nous, on a besoin. Mais définitivement, c'est un pattern à casser, si on veut dire. Là. Oui, puis en même temps, c'est important, je pense, de prendre conscience. De toute façon, le passé, je dis, on ne peut pas le changer, mais c'est important de prendre conscience d'où ça vient. Oui, on peut se questionner par rapport à notre enfance. C'est quoi la relation à table? Comment ça se passait? Un peu comme ce que tu nommes, justement. C'est quoi votre relation? Puis souvent, je veux dire, votre mère, parce que souvent, c'est les mères qui avaient une relation. Peut-être que votre mère, elle avait une relation difficile avec son corps, avec son alimentation. Peut-être qu'elle faisait des commentaires sur elle ou sur vous, peut-être directement. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui se sont faites mettre au régime à 8 ans. Donc, puis évidemment, jamais c'est jamais dans des mauvaises intentions, mais les répercussions sont dramatiques jusqu'à aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on traîne de cette relation-là avec l'alimentation, avec son corps, avec je ne suis pas correcte, mon corps, il n'est pas comme il devrait être. Puis cette recherche-là d'un corps qui ne nous appartient pas, finalement, qui n'est pas nous. Tu sais, les modèles qu'on voit, là, les modèles dans la mode, là, si je ne me trompe pas, je me souviens plus, c'est 3 ou 5 de la population qui sont naturellement de cette silhouette-là. Okay? Fait que c'est comme de dire, ben, prenons 95 du monde, puis essayons de faire rentrer ça dans 5 C'est complètement impossible et irréaliste, mais c'est dans la société dans laquelle on vit, dans cette culture-là des diètes, dans cette culte-là de la minceur, puis différents critères, autant pour les hommes que pour les femmes, c'est autant on est affecté, peu importe. Donc, c'est difficile de se... C'est important de le reconnaître, que c'est difficile de transformer sa relation avec son corps et son alimentation parce que moi, j'appelle ça comme le double défi, dans le sens où quand on travaille, quand on se met justement à faire ces pas-là, à changer, moi j'appelle ça changer de chemin. Dans le fond, on a le chemin des régimes, de la privation, de la restriction, du contrôle qu'on connaît, on est habitué. Demain matin, on peut embarquer dedans puis on sait quoi faire. OK? La peur aussi, on va se le dire. Là, oui, ben, c'est rassurant. C'est rassurant, on sait quoi faire. Je veux dire. Mais là, on s'en va vers un nouveau chemin. Fait que déjà ça, c'est nouveau. C'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est de dire que le poids, on a très, très peu de contrôle dessus. C'est de regarder qu'on a du pouvoir sur notre bien-être. On a du pouvoir sur transformer notre relation avec notre corps, notre alimentation. Donc, on est dans une autre optique complètement. Fait que déjà, ça, c'est challengeant parce que ça vient remettre en question déjà ce qu'on a vécu, mais en même temps, souvent avec l'expérience d'avoir fait le yo-yo, tout ça, puis d'avoir vu notre relation avec l'alimentation puis le corps se détériorer, bien, souvent, mes clientes, en fait, ils arrivent quand ils sont au pied du mur. Ils ne savent plus quoi faire. OK? Fait qu'il y a ce premier défi-là, moi, j'appelle le soi par rapport à soi. Tu sais, comment tout ça, c'est difficile. Puis après ça, on a soi par rapport aux autres et la société, dans le sens où la réalité, c'est qu'on vit dans la société qu'on vit, on vit dans cette culture-là de diète, on vit avec cette collègue de travail-là qui nous dit qu'il a fait telle nouvelle affaire, puis que mon Dieu, que ça a donc bien fonctionné, puis blablabla. Fait
on vit aussi, donc si on a aussi un entourage qui n'est pas dans cette façon-là de penser, c'est difficile, c'est un autre défi. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens à aller trouver des alliés. Moi, j'appelle ça des alliés, donc des personnes, justement, qui ont... Puis ça peut être un professionnel, mais c'est pas obligé d'être un professionnel de la santé. Là. Ça peut être de faire des lectures, de trouver des groupes, de trouver des personnes autour de soi qui sont, eux, pas du tout là-dedans, dans le fond. Tu sais, que eux, leur relation avec le corps et l'alimentation, c'est bien simple, c'est bien facile, c'est bien normal. Mais c'est difficile aussi à trouver parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une relation trouble avec l'alimentation et le corps. Mm-hmm. Fait que c'est ce double défi-là, puis c'est de le reconnaître que c'est là, que c'est dans cette société-là qu'on vit, mais est-ce qu'on peut s'améliorer individuellement? Tout à fait. Puis est-ce que la société peut s'améliorer? Moi, je le crois pertinemment. C'est pour ça que je fais la job que je fais. Mais je pense qu'à force d'avoir plein de gens qui prennent ce nouveau chemin-là, puis qui partagent un peu ce message-là de dire, on peut-tu être qui on est? On peut-tu avoir le corps qu'on a? D'être bien, comme tu dis, de juste manger en fonction de, pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, là, pas les devrais, mais vraiment juste, tu sais, comme d'y aller au feeling, comme on dit, d'y aller avec l'intuition, de faire notre bout de chemin là-dedans, puis de le partager, ce message-là. Mais je pense qu'éventuellement, à force d'avoir beaucoup de gens qui le partagent, bien, ça va ramener un peu la société, parce que je réalise que même moi, mettons, dans mon entourage, j'en ai plein, tu sais, qui... Oui, il y en a qui peuvent rusher, si on veut dire, avec la relation de la nourriture, mais il y en a plein aussi pour lesquels c'est pas nécessairement quelque chose qui va être difficile, tu sais, ou c'est pas un défi nécessairement qu'ils vont avoir comme au quotidien, mais de créer des liens pareils avec ces personnes-là qui vont nous amener vers ce chemin-là qu'on aspire et non nous amener vers l'ancien chemin à lequel on tente de sortir un peu, parce que c'est souffrant finalement, ce chemin-là. Ça ne l'amène pas vers quelque chose qui est positif envers nous, c'est quelque chose qui est créé dans la peur, tu sais, la peur la peur de prendre du poids. La peur de prendre du poids, la peur d'en manquer. Moi, c'était la peur d'en manquer qui faisait aussi en sorte que je me servais des grosses soupes, parce que j'ai été très, tu sais, on n'a pas été les plus riches là, quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, la bouffe, tu sais, quand c'était du spaghetti puis il était bon, je me servais une double assiette, là, tu sais. Fait qu'après, c'est comme une habitude. Des fois, c'est aussi par habitude. Par peur de changer d'habitude aussi, tu sais, peur de l'inconnu. Tandis que je trouve que l'autre chose, c'est plus dans l'amour. Complètement. D'apprendre à développer une nouvelle relation. Définitivement. Mais ce qui arrive avec les régimes, quand on est dans ce contrôle-là, tu sais, c'est qu'à long terme, il n'y a pas du tout d'avantage, mais à court terme, c'est que si les gens en font, puis en refont, c'est parce qu'à court terme, il y a des avantages. Dans le sens où, quand je me mets à faire un régime, qu'est-ce qui se passe? Je commence peut-être à perdre du poids. Les gens autour de moi me le mentionnent. Je commence à avoir plus de reconnaissance. Certaines même vont devenir l'inspiration de leur entourage. Fait que ça vient nourrir nos besoins, ça vient nourrir nos besoins d'amour, de reconnaissance, jusqu'au moment où, parce que à presque 100% du temps, mais on va reprendre le poids qu'on a perdu. Puis là, on va avoir honte. Parce que là, on n'est plus cette inspiration-là. Certaines personnes ne vont plus jamais rien dire par rapport à nous. Fait que le silence est aussi pire. Il y en a qui vont faire des commentaires. Fait que, à court terme, il y a comme, moi j'appelle ça le high des régimes, ça l'amène comme, OK, là, lundi, là je me reprends, là, lundi, là, tout va changer. Là. Puis là, lundi, là, il y a des choses qui changent, là, mais ça, c'est normal, c'est l'être humain, ce n'est pas un échec de la personne, mais c'est un échec, c'est les régimes qui ne fonctionnent pas. Puis en même temps, c'est ça, la personne, dès qu'elle va se fixer des objectifs puis atteindre ces objectifs-là, il y a une certaine fierté, il y a une certaine estime qui se bâtit. C'est juste que, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui est maintenable à long terme parce que ça fonctionne juste. C'est pas réaliste. Non. C'est parce qu'on ne peut pas arriver à contrôler. Puis honnêtement, après, je vais te demander de donner la définition du mot contrôle, parce que je sais qu'il y a tout le monde qui écoute en ce moment. C'est pas tout le monde qui fait comme, ouais, c'est quoi le contrôle? Je veux dire, même moi, il a fallu que je l'apprenne en thérapie. C'était comme, oh my gosh, c'est ça le contrôle. Wow. Fait que tu donneras la définition un peu de ce que tu veux dire par contrôle. Mais définitivement que avec les personnes, puis là, j'ai perdu mon idée, mais... Tu parlais du contrôle. Oui, bien, c'est ça, le contrôle, mais dans le fond, c'est ça, c'est impossible, dans le fond, de maintenir ce régime-là à long terme. Alors que si on tombe dans le nouveau chemin, on peut quand même se fixer des objectifs. Fait que, tu sais, se fixer des objectifs de, hey, aujourd'hui, là, je veux essayer d'entendre ma faim. Tu sais, je veux juste, comme, je veux prendre 2 minutes pour essayer de faire comme, OK, avant de manger, qu'est-ce qui se passe? Je veux essayer de manger un peu plus lentement. Fait qu'on peut quand même se fixer des objectifs pour nous faire sentir mieux, mais ça ne sera peut-être pas des objectifs par rapport à l'extérieur.
Hein? Non. Donc, par rapport à qu'est-ce que ça l'apporte à l'extérieur, mais plus par rapport à l'intérieur, puis la sensation de bien-être qu'on peut aller chercher. Puis ça Exact. va nourrir notre estime de façon plus solide, de façon Mm. personnelle, et donc qui ne va pas varier en fonction de tout ce que les autres ils nous disent à l'extérieur, mais plus de façon ancrée en nous. Oui, C'est absolument. primordial si on veut être capable de maintenir ça avec le temps. Exact. Puis quelque chose qui est important, je pense que un des défis avec justement ce chemin-là, d'être plus dans l'alimentation intuitive, d'être plus dans l'écoute, comparativement au régime, si je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus qualitatif parce qu'on est plus dans le ressenti, tandis que dans le régime, on est dans du quantitatif. T'sais, on se pèse, combien de livres j'ai perdu, combien de portions est-ce que j'ai le droit de manger, combien d'amandes est-ce que je peux manger, c'est quoi le poids de ma viande, etc. Fait que c'est très, très quantitatif et que je le sais que pour certaines personnes, il y a quelque chose de très, justement, rassurant, quelque chose de tangible, de faire, j'embarque sa balance, puis, hey, j'ai perdu 1 livre, j'ai perdu 2 livres. Fait que ça, je dirais que c'est un des défis quand les gens commencent tranquillement à découvrir ce nouveau chemin-là. Puis ça, c'est quelque chose qui puis ça va dépendre aussi des personnalités. Certaines personnes sont plus rationnelles et ont besoin d'avoir un côté comme plus tangible, ancré, puis quantitatif. Mais il y a quelque chose d'un peu plus qualitatif, un peu plus dans le ressenti, qui est justement, mais heureusement, c'est quelque chose qui se développe. Oui. C'est ça la beauté, c'est que plus on va faire des actions, plus on va se pratiquer, plus on va se connecter, plus on va faire nos expériences, on va justement développer ça. Puis la petite nuance que je veux amener à ce que tu as dit, est-ce qu'on peut se fixer des objectifs complètement tant qu'on ne tombe pas dans d'autres règles? Parce que là, on sort de tout contrôle, restriction, privation. Okay? Puis pour te dire, là, tu peux faire un régime des signaux de faim et de satiété. Okay? Donc, c'est possible de tomber dans le contrôle, d'essayer de contrôler tes signaux de faim et de satiété. Donc, par exemple, ça serait il faut que je mange quand j'ai faim, puis il faut que j'arrête quand j'ai plus faim. Okay? Donc, on pourrait utiliser cette même approche-là avec l'alimentation intuitive. Est-ce que c'est sain? Non, c'est un autre régime. Okay? C'est comme l'anxiété, c'est comme une forme d'anxiété qui cherche à être contrôlée, cette peur-là, qui cherche à comme. Parce que, comme tu dis, ben, quand c'est comme ça, c'est rassurant, mais c'est un cadre qui devient tellement rigide au lieu d'être dans la flexibilité, dans la confiance. C'est comme d'apprendre à se faire confiance que ben, même si ça ne se passe pas exactement comme qu'on voudrait que ça se passe, c'est correct. Puis, cette confiance-là, je pense que si on ne l'a pas envers nous, envers la nourriture, ça se peut aussi que ça soit aussi dans d'autres domaines de notre vie aussi. Là. C'est comme le fait de développer cette confiance-là en nous, en l'univers, en quelque chose qui nous permet de comme avoir confiance que tout va être correct, puis qu'on fait de notre mieux, puis qu'on progresse là-dedans. Ça nous enlève de comme tout ce cadre rigide-là dans lequel, comme tu dis, on n'a pas le contrôle sur les résultats. Puis souvent, c'est qu'on fait toutes ces actions-là pour avoir le résultat. Puis là, quand on ne l'a pas, là, on tombe déprimé, découragé. Fait que là, on retombe dans nos anciens patterns parce que là, on est découragé de ne pas avoir atteint nos résultats. Tandis que dans l'autre côté, c'est qu'on regarde un processus. On ne connaît pas le résultat nécessairement, puis c'est juste qu'on fait confiance au processus d'évolution vers ça. C'est ce processus-là qui vient nous nourrir régulièrement quand on prend le temps, finalement, d'apprécier chaque petite évolution sans avoir des objectifs clairs et précis. Fait que c'est vraiment comme tu disais, deux chemins différents. Là. Exactement. Puis moi, je pense vraiment qu'il faut être, d'un certain point, il faut être prêt, dans le sens où certaines personnes vont avoir besoin de refaire des expériences de régime, puis c'est correct. On a chacun notre chemin, puis des fois, c'est trop rapide, il y a trop de peur qui monte, il y a trop de résistance qui va monter, puis c'est normal, puis c'est correct. C'est d'être justement à l'écoute, faire comme, OK, pour l'instant, je ne suis pas rendue là. Puis même, les clients qui viennent me voir, les plus prêtes, là, vraiment, quand je disais celles qui sont au pied du mur parce que, ne sont plus capables, bien, le poids reste quand même un enjeu dans le sens où il y a encore le poids qui est cet objectif, il est quand même derrière, là, dans l'arrière-scène, là, il y a encore ce désir de perdre du poids, là, puis c'est correct, c'est normal. Moi, ce que je veux amener les gens, c'est d'apprendre à accepter, pas d'approuver, d'apprendre à accepter qu'est-ce qui est là en ce moment. Puis en ce moment, bien, le corps qu'on a, c'est celui-là. C'est ça. Est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui à prendre soin de lui? Est-ce qu'on peut apprendre à le respecter aujourd'hui? Puis après ça, il fera sa job de corps. Lui, s'il a du poids, si le poids a varié, il va s'en occuper. C'est pas nous qui va avoir du contrôle dessus. Puis ça, c'est le bout qui est
très, très, très difficile parce qu'on entend toujours que, ben oui, mange moins, bouge plus, tu vas perdre du poids. Mais c'est tellement plus complexe que ça. C'est simpliste comme message. Puis c'est malheureusement ce qu'on entend tout le temps. Fait que c'est comme de dire, ben, tu n'as pas réussi à perdre du poids, tu n'es pas bonne, c'est de ta faute. Mais c'est pas du tout ça. Le poids, on a très, très, très peu de contrôle. Fait que, mais pour ramener au fait que même les personnes les plus prêtes, ça reste derrière la tête. Fait que c'est pas de dire que ce sera plus là parce que justement, les gens qui viennent me voir, je vais les accompagner, puis on va prendre ça en considération. C'est complètement normal, ça fait partie du cheminement. Mais c'est des défis qu'on va faire face, puis dans différentes phases aussi. Peut-être que ça va être moins là au début, ça va arriver. C'est normal. Des fois, il y a des éléments déclencheurs. Je ne sais pas, moi, c'est le 1er janvier qui s'en vient, les résolutions. Ça, c'est le gros temps de l'année. Le printemps, bien là, c'est bientôt le temps de la piscine pour les maillots. Il y a comme différents déclencheurs de j'ai essayé mes vêtements d'été, mes vêtements ne me font plus, etc., etc. Là. Je veux dire, je me suis vue sur une photo. Oui, effectivement. Des déclencheurs qui peuvent venir ramener. Puis en même temps, pour d'autres personnes, ça peut être des objectifs comme de dire, si exemple, il y a une maladie physique en lien avec le surpoids, admettons, ça peut être le diabète ou ça peut être que la personne elle a envie d'avoir une meilleure mobilité énergétique, admettons, puis elle imagine que, bon, en perdant du poids, ça peut peut-être lui augmenter son énergie. C'est d'aller voir, bon, ben, est-ce que ces objectifs-là sont atteignables? Mais comme tu dis, au-delà du poids, si la personne, elle prend soin d'elle, bien, il va avoir une augmentation d'énergie. Si c'est au niveau des aliments qui peuvent peut-être être choisis, dépendamment, bon, bien, peut-être que ça va avoir un impact sur le diabète. Donc, de faire des choix, mais qui sont conscients par rapport à l'objectif qu'on se donne, mais sans avoir des attentes irréalistes ou des attentes dans le temps. C'est ça, je pense que je réalise de plus en plus et que je me dis, quand on est dans l'intuition, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'objectif, c'est juste qu'on n'a pas mis un temps là-dessus, fait qu'on n'est pas rigide dans la façon ou dans le moyen d'obtenir cet objectif-là, de le réaliser. Et donc, ça se fait de façon plus fluide, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'objectif, ça ne veut pas dire qu'on s'en va tout bas, de côté, comme le vent nous pousse, c'est pas ça l'intuition. L'intuition, c'est plus de dire qu'on a un objectif, mais après, on se laisse un peu guider par la vie ou par... Ça se peut que ça évolue aussi, cette destination-là. Ça se peut que ça évolue aussi. Oui, exact, parce qu'on est tous changement. On fait toute partie de la vie. C'est tout le temps changement. Nos perceptions aussi peuvent varier avec le temps, nos objectifs, définitivement. Donc, de se réajuster, mais encore une fois, pour savoir où est-ce qu'on veut encore aller, bien, c'est tout le temps par rapport à soi. C'est tout le temps revenir par rapport à soi. C'est comme un mode de vie de revenir, de dire, OK, bien, tu sais, où est-ce que je suis en ce moment? Où est-ce que je veux aller? Comment je vais me rendre? Moi, je dis ça, découvrir, choisir, agir. Découvrir où est-ce que je suis en ce moment, choisir où est-ce que je veux aller, puis agir pour aller vers ça. C'est vraiment les 3 des astuces, les 7 astuces pour se recharger. C'est vraiment dans tous les domaines. Là. Complètement. Comme tu disais, de s'accepter. Puis je pense que c'est une des choses qui fait en sorte que les gens ils ont de la misère à se regarder. Parce que je sais que ça, c'est comme un gros blocage. Puis souvent, je suis comme non, c'est vraiment les réponses sont à l'intérieur de soi, mais c'est parce qu'il y a comme des fois une honte accumulée par rapport à la personne qu'on est, par rapport à la personne qu'on pense qu'on devrait être. Puis il y a comme un déchirement à l'intérieur, je ne sais pas trop, là, qui fait en sorte qu'on a de la misère à aller regarder à l'intérieur de soi puis de se connecter à soi, parce que quand on se connecte à soi, il y a comme de la souffrance qui monte. Quand que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été à l'écoute de nos besoins, c'est comme s'il y a un petit enfant à l'intérieur qui crie ou whatever, qui est comme « écoute-moi ». C'est confrontant au début. Puis moi, je me dis souvent, c'est correct, on peut être accompagné aussi pendant cette reconnexion-là pour vivre, partager nos souffrances, mais aussi nos prises de conscience, etc. C'est comme un processus, la reconnexion, mais juste de commencer avec un désir. Juste un désir de faire comme « OK, je vais me reconnecter, puis « Oh, elle est là, attends, là, wow, OK, ça fait mal. » Comme tu disais, des fois, « Non, je ne suis pas encore prête, je ne suis pas encore prête. » C'est correct, c'est tout un processus, puis surtout de ne pas se taper sa tête à travers ce processus-là. Pour moi, c'est ça, là, la santé mentale aussi, c'est comme de se dire oui, mais « Oh my gosh, on s'accueille dans le processus, là. » Peu importe c'est quoi, moi, je me dis, il n'y a pas d'erreur dans la vie, il y a des expériences, puis au pire, des fois, il faut que tu en fasses une coupe. Puis moi, je suis quelqu'un qui fonce des murs pour apprendre. Fait que je me dis, ben moi, c'est ça. Moi, je suis le genre de personne qui est tout le temps au pied du mur avant de changer, Puis je suis comme, mais c'est correct, peut-être qu'un jour, ça va changer. Ben oui, puis toi, pour l'instant, c'est ta façon de fonctionner.
donné. Ben, c'est parce que, hey, j'ai appris la leçon après être intégrée, là. Ah oui, la souffrance est assez forte pour qu'après, je suis comme, ah, c'est bon, je veux plus y retourner. Je suis rendue prête à changer. Fait que c'est comme, il y a quelqu'un qui me disait soit qu'on change par la souffrance ou soit qu'on change par sagesse. Fait que j'étais comme, bon, ben, pour moi, d'apprendre à changer par sagesse, ça veut dire de choisir de souffrir de moins en moins avant de changer. Hey, c'est cute, là, ça, là. Mais. Tu peux te citer si tu veux. Mais je ne sais pas c'est qui m'avait dit ça, là, je ne me souviens plus à travers d'une thérapie. Là. Mais tu sais, définitivement que ça peut être épeurant, ce changement-là, parce qu'on sort de notre zone de confort. Mais d'être accompagné ou tu sais, d'être ça peut vraiment venir sécuriser. C'est une autre façon aussi. Chercher des ressources, peu importe c'est quoi les ressources. Là, je veux dire, il y a ANEB, Anorexie Boulimie Québec, qui est un organisme justement qui offre des services beaucoup plus de groupes, de lignes d'écoute. Donc, c'est une ressource parmi tant d'autres. Il y a des livres, il y a différents professionnels de la santé. Je veux dire, il y a des aussi, genre Outre-Mangeurs Anonymes aussi, qui font comme des... Il y a des groupes, c'est ça. Fait qu'il y a plein de choses qui existent. Fait que c'est peu importe d'aller chercher quelque chose qui nous convient, mais le point que je voulais amener, c'est, tu sais, te parler quand justement on retourne dans cette reconnexion-là, ou des fois qu'on tente en fait d'y aller, il y a comme cette peur-là où on découvre comme une nouvelle, des fois un peu une nouvelle personne, une nouvelle partie de nous, ou des fois des choses qui étaient dans le rétro, dans notre angle mort qu'on ne voyait pas. Des fois, justement, manger, c'est une façon, le troisième élément, qu'est-ce qui fait qu'on mange trop? C'est justement de manger, ça peut ça nous déconnecte, ça nous distrait, ça nous amène à ne pas ressentir la douleur, la souffrance temporairement, évidemment. Temporairement, pendant que je mange, je ne sens pas ma souffrance, ma douleur, mais elle va revenir inévitablement, parce que c'est pas de manger qui va régler une frustration. Ça va temporairement m'apaiser peut-être, mais pas sur le long terme. Qu'est-ce qui fait justement quand le troisième point, justement, c'est le fait d'être déconnecté de son corps. Parce qu'on est déconnecté de notre faim, on est déconnecté de notre satiété, on est déconnecté de nos émotions, parce qu'on a fait différents régimes, différentes façons de contrôler, de restreindre, de priver son alimentation, on est venu à être beaucoup dans notre tête. Donc, on rationalise la façon de manger. Donc, on devient dans un déséquilibre, finalement, c'est ma tête qui prend toutes les décisions de je mange parce que c'est l'heure, je mange parce que c'est la quantité devant moi, je mange parce que je dois manger de cette façon-là, avec ce nombre de portions-là, ce nombre de calories-là, ce nombre de points-là, peu importe. Fait que ça devient un déséquilibre de je suis en train d'écouter qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie, c'est quoi ma faim, c'est quoi, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment. Je suis déconnectée. Fait que c'est ce déséquilibre-là, finalement, qui est problématique. Parce que c'est pas mal de dire, là, je vais aller manger parce qu'il est midi, parce que là, c'est le seul temps que j'ai à manger sur mon heure de lunch. Je veux dire, moi, j'aurais faim à 1h, mais à 1h, je recommence à travailler, mais là, c'est midi, ma pause. C'est correct d'avoir le côté rationnel, de dire, je vais aller manger, mais d'ajuster selon la faim que j'ai à ce moment-là pour aller manger. Il n'y a rien de mal, c'est le déséquilibre qui devient problématique. Puis, justement, de manger pour éviter de ressentir, évidemment, ça peut nous amener à trop manger. Parce qu'on va avoir besoin de plus en plus de nourriture pour ne pas ressentir qu'est-ce qui est là. Évidemment, ça va dépendre de l'intensité de la souffrance, de l'intensité de la douleur qui est là. Tu sais, certaines personnes, quand on parle vraiment de troubles alimentaires, là, ça peut être vraiment des crises. Donc, c'est vraiment des quantités astronomiques de nourriture qui peuvent être mangées. Mais il ne faut pas se fier à ça parce que la majorité de mes clientes n'ont pas ces crises alimentaires-là, mais vont faire des excès. Puis, en fait, le plus important, là, c'est quoi ma perception de la situation? Dans le sens où, est-ce que j'ai mangé 2 carrés de chocolat, puis je m'étais dit que j'allais en manger un? OK? Puis là, je me sens coupable parce que là, je n'ai pas respecté la règle que je m'étais donnée. Ou j'ai mangé 2 tablettes au complet. Puis là, je me sens coupable parce que là, je m'étais dit que je n'allais pas en manger, par exemple. OK? Mais peu importe la quantité qui est mangée, ce n'est pas ça qui est important. C'est le comment je me sens puis ma perception. Mais dans les 2 cas, ça se peut que je me sente, les 2 personnes vont se sentir aussi mal, aussi coupables, aussi pas bien à l'intérieur d'eux, indépendamment de la quantité qu'ils mangent. Fait que si moi, mettons, je mange les 2 barres de chocolat, mais après, je suis comme « Ah, c'est que ça m'a fait du bien! » Puis je passe à autre chose. Correct. C'est correct aussi. Tu sais, c'est ça, je me dis. Moi, c'est pour ça que je me dis, au lieu de travailler sur nécessairement qu'est-ce que je vais changer comme habitude, je me dis, je vais travailler sur ma perception, puis je vais m'accueillir dans qu'est-ce que je vais manger. Comme ça, au moins, je ne suis pas en train de m'auto-détruire
C'est comme, déjà, si je suis pas en train de nourrir mon corps avec les meilleurs aliments, ben au moins, je suis pas en train de l'autodétruire en plus avec mes pensées. Puis, en même temps, le chocolat, c'est un aliment parmi tant d'autres. C'est juste du chocolat. C'est ça, puis ça, c'est juste du chocolat. Écoute, une moi, pomme, c'est juste une pomme, puis du chocolat, c'est juste du chocolat. Mais moi, je viens d'une famille là, qui me disait là, que c'était juste les fruits et les légumes qui étaient bons dans la vie. Là. Tu comprends? C'est comme, oh my gosh, là, que je Ah ben c'est sûr, tu as des choses à déconstruire, c'est clair, tout à fait. Puis c'est justement d'apprendre à déconstruire toute notre tête, tout ce qui se passe dans notre tête, d'adoucir nos pensées, de changer notre relation avec nos pensées, avec ce qui est là, parce que souvent, c'est ça qui est beaucoup plus destructeur. C'est cette pensée-là de c'est juste les fruits et les légumes qui sont bons. Fait que quand tu manges des fruits et légumes, tu es fière, tu es contente, tu fais yes, je fais la bonne affaire. Puis quand tu manges tout le reste, tu fais ah ben là, j'aurais pas dû, puis là, il y a pas assez de légumes, puis tu sais, on rentre dans un discours qui est difficile et qui peut peut-être t'amener aussi à trop manger parce que ah ben tant qu'à faire, là, je vais en manger, puis là, je me le permets, là, fait que go, amène-en. OK? Fait que tu sais, il y a tu sais, c'est pas à sous-estimer, il faut pas oublier, tu sais, tantôt, tu as parlé d'anxiété, tu sais, les troubles anxieux et les troubles alimentaires, c'est comme ça. OK? Fait que je dirais que généralement, les clientes qui viennent me voir ont, évidemment, sans nécessairement être diagnostiquées, sans nécessairement avoir une étiquette, il y a cet espace-là de stress, d'anxiété qui est lié à ça. OK? C'est là. OK? C'est une réalité, tout le contrôle, la rigidité. Puis ça, on parlait, c'est des stratégies finalement pour contrôler la peur, l'anxiété, mais qui, à long terme, à l'année, c'est que ça devient nuisible. Fait que tout le côté, si je reviens à tout le côté des émotions, tu sais, dans le fond, c'est tout ce chemin-là, autant d'apprendre à reconnecter avec sa faim, c'est le même chemin qu'apprendre à reconnecter avec ses émotions. Dans le sens où c'est la même, on s'en va à la même place, OK? On vient être à l'écoute, puis aller ressentir c'est quoi ce langage-là. Puis moi, j'aime beaucoup donner l'exemple du vin, OK? Donc, exemple que OK, ben c'est un peu vrai aussi. Là. Je ne suis pas très bonne dans reconnaître les différentes sortes de vin. OK? Fait que si tu mettais 5 vins rouges devant moi, je vais y goûter puis je vais te dire que ça goûte le vin rouge. OK? Puis que ça va être pas mal la même chose. Exemple que je vais prendre un cours, OK, genre à la SAQ, là, en ligne, pour apprendre à apprendre les cépages, puis les goûts, puis les ci, puis les ça, puis toutes les caractéristiques finalement du vin. Bon, disons 3 mois plus tard, OK, là, je me suis pratiquée, puis là, je vais goûter les 5 mêmes vins, OK? Puis là, je vais être capable de dire, ah, celui-là, il est plus boisé, celui-là, il est plus acide, celui-là, il est plus ci, il est plus ça. Mais les vins n'auront pas changé. C'est moi, ma capacité à déceler, ma capacité à ressentir qui va être affûtée parce que je me suis pratiquée. C'est un peu la même chose que plus je vais aller goûter à mon monde intérieur, plus je vais aller goûter à l'intérieur de moi, c'est quoi avoir faim, c'est quoi le rassasiement, c'est quoi mes émotions, plus ce message-là va se complexifier, puis plus je vais être capable de ressentir ces subtilités, puis plus je vais apprendre à me connaître, puis plus je vais être capable de me dire, ah, bien ça pour moi, c'est de la faim. Ça pour moi, ça c'est être affamé. Ça pour moi, c'est quand j'ai plus faim. Ça pour moi, c'est quand je vis de la colère. Ça pour moi, c'est quand je vis de la tristesse. Donc, on va aller finalement toucher, finalement, c'est ce langage-là, on va aller le ressentir, mais évidemment, ça prend du temps. On s'entend, si ça fait 20 ans qu'on est dans un processus, qu'on a fait des régimes, qu'on est déconnecté de notre corps, c'est pas une semaine que ça va changer. OK? Il faut se laisser le temps. Mais déjà, de faire des premiers pas, un pas à la fois, de célébrer chacun des petits pas, de faire le plus petit pas possible, bien, ça va nous amener tranquillement à découvrir, finalement, on a un monde immense à l'intérieur de soi, puis d'être dans cette curiosité-là, dans cette ouverture-là, dans cette non-attente-là. Parce que plus on se met d'attente, c'est que ça devrait être de cette façon-là. On manque toutes les occasions, puis toutes les petites choses qui se passent alentour. Donc, en étant dans une attitude de, bien, je fais confiance, comme tu nommais, tu sais, je fais confiance, puis je vais voir où est-ce que ça va mener, mais je suis confiante que ça va me mener au bon endroit pour moi. C'est parce que tu deviens dans une position d'ouverture où est-ce que là, tu peux aller observer, faire comme, ah, OK, attends, tiens, ouais, ça va être ça va être ça, sans, comme tu dis, te limiter toi-même dans une direction parce que tu penses que c'est la seule qui est bonne. Il y en a plein de directions qui est bonne. Puis, tant aussi longtemps qu'on n'a pas encore, comme tu dis, là, c'est un work in progress, là, même pour ceux-là qui ont des années d'expérience de connexion à soi, c'est toujours un défi à tous les jours, mais c'est un mode de vie. Ça devient littéralement un mode de vie de faire comme, OK, tu sais, je veux faire cette connexion-là pour voir, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe, etc. Puis c'est vraiment un pas à la fois. Puis j'ai adoré que tu as dit,
le plus petit pas possible. Moi, j'appelle ça le PPPP. Hein, dans la c'est ça. Agir, là, le PPPP, le plus petit pas possible qui va nous mener dans cette direction-là. Au lieu de voir la montagne qu'il y a à voir puis d'être découragé, de vraiment juste essayer de s'inspirer puis de dire, OK, il y a de l'espoir, parfait. Oui. Je sais que ça existe, mais je vais y aller juste une étape à la fois. Puis c'est normal si on a des fois l'impression de faire un pas en avant puis de reculer de 2 pas ou d'avancer de 2 pas, reculer d'un pas. Ça va être normal, la vie est comme ça. Il va y avoir des hauts et des bas, il y a des ajustements à faire, puis c'est juste d'essayer de prendre conscience de tout ça, observer, comme tu dis un peu, tu faisais de la méditation ou yoga pleine conscience, c'est de vivre en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et comme tu dis, la faim versus les émotions, c'est la même connexion, c'est la même chose. Puis tu sais, autant... C'est juste 2 signaux, c'est des signaux différents, c'est des besoins. En fait, c'est des besoins différents, mais au final, je veux dire, de travailler, pour moi, c'est tout du travail qu'on fait en parallèle, dans le sens où c'est pas des silos qui sont individuels, de dire je travaille ma faim puis je travaille mes émotions. Quand je travaille, c'est toute la notion de pleine conscience. C'est quoi la pleine conscience? C'est d'observer qu'est-ce qui est présent en ce moment, sans jugement, sans critique, avec curiosité. Okay? On s'entend que c'est très vaste. Okay? Mais quand j'apprends, oui, quand j'apprends justement à découvrir ma faim, quand j'apprends à me connecter à elle, bien, j'apprends aussi le chemin à reconnecter avec moi, à sentir des sensations. Bien, les émotions, c'est des sensations physiques aussi, entre autres. Donc, j'apprends aussi à ça. Fait que tout ça, pour moi, c'est tout du chemin qui est fait en parallèle. Fait que, tu sais, quand tu disais que oui, c'est un processus, puis oui, c'est un cheminement oui, à tous les jours, parce que je veux pas, on mange à tous les jours, mais on n'est pas obligé de travailler à tous les repas, toutes les bouchées. On s'entend à la manière, il faut comme respirer puis vite. Là. Mais ça reste que ça reste que c'est un processus de se laisser le temps. Les choses vont se placer. Puis souvent, au début, c'est normal que c'est plus ardu, comme n'importe quoi. La première fois que j'ai fait de la course, la première fois que je fais du vélo, la première fois que je joue d'un instrument de musique, si je prends l'exemple, si je joue du violon, là, ça se pourrait que la première fois que j'en joue, que ce ne soit pas très harmonieux. Et ça serait normal. Oui. Ça serait surprenant. Le contraire serait surprenant. Donc, je vais devoir me pratiquer. Je vais devoir pratiquer des heures, avoir des cours, faire des concerts, etc., pour m'améliorer puis devenir meilleure. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, qu'il n'y a rien qui avance. Fait que c'est la même chose avec n'importe quel apprentissage. Ce n'est pas une courbe qui est linéaire de dire chaque jour, je fais un pas de plus. Absolument pas. En fait, c'est plus comme ça que ça se passe. Mais au final, c'est qu'on avance. Oui. Mais la réalité, c'est que des fois, oui, clairement, s'il y a des moments qui sont plus difficiles, il y a des tempêtes, des fois, il y a des situations de la vie qui font que c'est plus difficile. Je veux dire, juste le confinement au mois de mars, comment ça a été un énorme déclencheur pour plusieurs personnes. Autant celles qui avaient déjà une relation difficile avec l'alimentation, ça l'a pour certaines mis une coche de plus, dans le sens où ça a été encore plus présent parce que la nourriture est toujours disponible, je suis toujours à la maison, je suis peut-être toute seule ou avec, il y a comme une grande source de stress personnel, collectif, sociétal qui s'est passé en même temps. Autant que certaines personnes qui avaient peut-être quelque chose qui était en dormance à l'intérieur d'eux. Puis que là, c'est venu réveiller ce stress-là, cette situation-là est venue réveiller finalement des comportements qu'il n'y avait pas avant. Ou peut-être qu'il y avait déjà eu dans le passé, mais qui étaient en dormance. Donc, ça fait partie de la vie. Je veux dire, évidemment, c'est un grand événement pour tout le monde. Mais on a toutes nos tempêtes, puis on a tous des événements qui viennent nous chambouler. Puis ça, c'est normal. Puis justement, c'est peut-être ces moments-là, on va y aller une étape à la fois. Ça va peut-être être juste de puis peut-être ça va être de revenir à juste de manger. Parce que si on vit trop d'anxiété, on mange moins. Évidemment, il y a plusieurs impacts. Autant on peut moins manger, autant qu'on peut manger plus. Ça va varier d'une personne à l'autre. Oui. Mais ça fait partie de la vie. Oui, vraiment, tout à fait. Puis, ça m'amène aussi à voir que, c'est drôle comment que se connecter à notre envie de pipi. Tu faisais comme j'adore, c'est mon parallèle que je préfère. Non, mais sérieux, il n'y a aucune honte, il n'y a aucun tabou à se connecter à son envie de pipi. C'est comme, c'est facile, c'est simple. Mais je pense que à cause d'une certaine façon, certains tabous qui c'est comme mis dans la société, se connecter à nos émotions, c'est comme, oh non, tu n'as pas le droit de pleurer, ou c'est pas beau une femme qui est fâchée.
C'est comme si on a mis des tabous à certaines émotions qu'on n'a comme pas le droit de vivre, on dirait, dans notre tête, qu'on perçoit, autant qu'il y a certains aliments qu'on a mis comme étant négatifs, autant qu'il y a certaines émotions même qu'on a comme évaluées comme étant négatives dans notre perception ou la perception de la société. C'est de défaire ça. Puis je pense que c'est là le processus. Le processus qui est difficile, c'est pas de reconnecter à soi. Ça se fait de façon très simple, en fait. Le processus, c'est de défaire nos blocages. Défaire tous ces blocages-là qui nous empêchent finalement de se reconnecter à soi. Absolument. Parce qu'à partir du moment qu'on se reconnecte, c'est pas quelque chose qui est difficile dans le sens que c'est comme aller faire pipi. C'est comme faire comment? J'ai besoin d'aller faire pipi, je m'en vais faire pipi. Ouais. Exact. Tu sens, j'ai une pression dans le bas du ventre. Ben, ça veut dire j'ai envie de pipi. J'y vais. Puis, mais tu sais, tu vas pas faire pipi, tu fais comme, hey, ça a bien été long. Oui, c'est peut-être trop long de faire pipi. Ou, hey, je suis allée 2 fois en 30 minutes. Et prochaine fois, là, je vais attendre à midi. Je n'irai pas tout de suite. Là. Mais tu sais, si on fait quand je dis ça, c'est complètement ridicule. Ben, regarde, si tu as envie, tu y vas. Puis pourquoi tu attendrais à midi si tu as envie tout de suite? Mais c'est la même chose avec les aliments. Si j'ai faim maintenant, ben, pourquoi je n'irais pas honorer ma faim maintenant? Dire, non, c'est pas l'heure encore. Mais ça m'amène à un autre point, à savoir le contexte de la société, avec notre horaire et tout. Tu sais, mettons, je pense aussi aux enfants qui sont comme, tu sais, à l'école, les travailleurs, que c'est de 9 à 5, tu sais. Complètement. Comme, tu as cette structure-là, hein, cet horaire-là, cette rigidité-là un peu d'horaire qui fait aussi, c'est pas une rigidité parce que c'est une organisation, dans le sens que il y a besoin de ça aussi pour que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Je trouve que d'être beaucoup là-dedans, ça peut nous empêcher, ça aussi, de... Moi, je pense qu'on peut vivre... Moi, je pense pas. Dans le sens où, tu sais, il y a une réalité, OK? Pour moi, je donne un exemple. Là. Pour moi, c'est important de manger en famille, OK? Mais mon petit coco, il mange à 5h, 5h15. OK? Moi, dans la vie, normalement, avant que j'aille un enfant, je ne mangeais pas à 5h, 5h15. Je mangeais plus vers 6h30, OK? Mais pour moi, c'est important. OK? Fait que ce que je fais, c'est que je m'adapte selon ma journée pour qu'au moment où, ce moment-là qui est important pour moi, à 5h, 5h15, ben, que j'aille faim. Fait que peut-être que ça veut dire que maintenant, je prends une plus petite collation en après-midi versus la collation que je prenais avant quand je mangeais à 6h30 pour justement avoir faim. OK? Fait que c'est tout à fait possible de vivre avec un horaire, parce que oui, il y en a qui ont vraiment des, tu sais, j'ai ma pause de 15 minutes le matin, j'ai ma demi-heure le midi, j'ai une pause en après-midi, j'ai le souper avec la famille, j'ai le déjeuner le matin. Tu sais, moi, je pense que c'est, tu sais, il y a une réalité, tu sais, c'est le monde dans lequel on vit, dans le sens où on n'est pas des ermites qui vivent au fin fond d'une forêt puis qu'on fait ce qu'on veut quand on veut alors qu'on veut. OK? C'est pas ça la réalité. Mais est-ce qu'on peut complètement apprendre à s'écouter là-dedans? Bien sûr, mais on peut ajuster justement les quantités qu'on mange. Dans le sens où, ben, si j'ai pas le choix, on va dire, de prendre mon dîner à 11h puis j'ai pas vraiment faim, ben, je vais probablement manger un peu moins parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les appétits prévisionnels, dans le sens où la prochaine fois que je mange, c'est quand? Donc là, je mange à 11h. La prochaine fois que je mange, est-ce que c'est la prochaine fois que je mange, j'aurai une chance de manger dans 2 heures? J'ai une chance de manger dans 4 heures? J'ai une chance de manger dans 6 heures? Bien, évidemment, selon la prochaine fois, la chance que j'ai dans laquelle je vais manger, bien, je vais probablement m'ajuster aussi. Un peu comme quand on a besoin de faire pipi, puis que c'est comme pas le bon moment, on est capable de se retenir un peu en étant conscient que, OK, puis des fois, c'est correct, ça fait partie de la vie. Elle passe, puis éventuellement, ça fait juste sortir plus quand c'est le temps. Exact, tu sais, je suis en voiture, puis je peux pas m'arrêter pour aller faire pipi, ben, coudonc, tu sais, je vais me retenir. Ou au contraire, je m'en vais pour partir, ben, j'ai peut-être pas envie en ce moment, mais je vais y aller juste au cas. Oui, effectivement. Fait que, c'est d'être capable de décoder nos besoins, puis à la limite, d'être capable de les prévoir aussi, ces besoins-là qui sont récurrents. Complètement. Mais c'est ça, d'être à l'écoute, puis d'avoir aussi cette perspective-là. Puis, mais c'est tout à fait possible d'être à l'écoute, même avec un horaire. Dans le fond, c'est qu'on fait le choix. Tu sais, comme je donne l'exemple, moi, je fais le choix. Pour moi, c'est important de manger en famille. Mais même si, puis veut pas, on s'habitue. Fait que maintenant, ça fait plusieurs mois, bien maintenant, je suis habituée. Puis rendu à 5h, 5h15, ben j'ai faim. Mais ce que je fais maintenant, souvent, je vais me prendre une collation en soirée, ce que je ne faisais pas avant, parce que je mangeais plus tard. Mais
c'est juste une façon, je me suis juste adaptée parce que pour moi, ce moment-là était important. Fait que il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est plus de voir comment est-ce que je peux m'adapter selon le rythme de vie que j'ai, puis en même temps, est-ce que je prends, le rythme de vie, ça m'a fait penser, si je prends jamais le temps de manger, ben au contraire, peut-être que là, c'est le temps de comment est-ce que je peux prendre du temps pour manger, parce que pour moi, manger, c'est une façon aussi de prendre soin de moi. Autant, se ressourcer. oui, physiologiquement. Ouais. Oui, mais manger en famille, pour moi, c'est important. C'est ce moment-là, c'est ce moment-là ensemble. Fait, chacun on a nos valeurs, nos préférences, c'est parfait, mais est-ce que mon corps mérite que je m'arrête pour le nourrir? Je pense que oui. Il y en a besoin, comme il y a besoin de dormir, comme il y a besoin de dormir. C'est ça, c'est nos besoins de base. Puis des fois, moi, je fais comme, c'est vraiment l'astuce ressourcée que des fois, je fais comme une anecdote, une analogie, puis je me dis, c'est comme si, mettons, tu pars de Montréal, puis tu t'en vas à Rimouski en voiture, ben si tu gazes pas, tu te rendras pas. Fait que, tu sais, c'est un moment donné, si on veut pas épuiser notre corps, épuiser nos réserves de notre corps, le brûler, tu sais, je veux dire, je me dis, quelque part, on a un corps, tu sais, en tout cas. Complètement. Pas la réincarnation, puis tant mieux. Ça se peut que ça peu importe ce qui se passe après, c'est pas ça l'important, c'est en ce moment, dans cette vie, on a une version. Là, on a notre corps, là, tu sais, c'est à nous d'en prendre soin du mieux qu'on peut, tu sais. Tout à fait. Puis le but, c'est pas de se taper sa tête, de dire « Oh my gosh, que j'en ai mal pris soin pendant des années. » C'est comme, ben non, c'est de dire « Hey, oh my gosh, aujourd'hui, j'en prends conscience que je peux en prendre soin d'une autre façon qui pourrait être encore mieux pour lui, tu sais, puis de dire « Est-ce que je veux aller vers ça? » de se positionner par rapport à ça, de se poser la question puis de réfléchir. Parce que les réponses, ils ne viendront pas toutes de même si on ne prend pas le temps de réfléchir un peu à savoir OK, j'en suis où, moi, par rapport à ma nourriture? Est-ce que je réponds à mes besoins? Est-ce que je dors assez? Ça, c'est beaucoup l'astuce ressourcée, mais comme tu dis, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi pour être en mesure d'être fonctionnel, parce qu'à un moment donné, sinon, on devient dysfonctionnel à force de ne pas prendre soin de soi, à force de ne pas se nourrir, dormir, répondre à nos besoins. Puis, tu sais, c'est pas juste nos besoins de base physiologiques. Là. Tantôt, on parlait de besoins d'amour, besoins d'estime, besoins de reconnaissance, besoins de créer, besoins de sécurité. Je veux dire, il y en a plein de besoins. Puis, chaque personne a des besoins aussi différents en fonction des journées, en fonction de les conditions de vie, peu importe. Donc, c'est d'être connecté, encore une fois, à ça. Puis c'est ça, nos émotions, ils nous indiquent nos besoins. Fait que je suis comme, bon, ben si on se connecte à nos émotions, on découvre nos besoins. Ensuite, on peut trouver le moyen ou la stratégie adaptée pour être capable de répondre à ce besoin-là. Puis comme tu dis, c'est pas parce qu'on prend conscience qu'on a un besoin que, oui, il faut qu'il soit répondu tout de suite, là, let's go, là. Mais non, ça se peut que on se dise, bon, ben OK, c'est pas le moment en ce moment, mais tantôt, je vais y répondre. Mais de se responsabiliser, finalement, c'est de devenir conscient puis de devenir responsable de soi. Responsable de dire, OK, maintenant que je suis conscient que j'ai ce besoin-là, comment est-ce que je vais faire pour y répondre à ce besoin-là? Parce que quand on répond à nos besoins, ça nous fait du bien. C'est là qu'on se sent bien, autant physiquement, mentalement, etc. Tu sais, donc, c'est vraiment à la base de la bonne santé mentale, là, comme on dit. Tout à fait. Fait que, tu sais, oui, j'aime beaucoup ça aujourd'hui. Annie, j'espère que vous aussi qui écoutez à la maison, tu sais, soit que ça vous sonne des cloches, soit que ça résonne à l'intérieur de vous. C'est vraiment, je trouve que c'est pertinent parce que, comme tu dis, c'est la majorité des gens, là, même moi, là, je veux dire, je peux pas dire que tout le monde mange. On mange tout, là. Fait que, tu sais, c'est comme éventuellement, ça va être aussi une capsule, tu sais, avec les autres, tu sais, je veux dire, la communication avec les autres, la relation aussi qu'on a avec les autres, tu sais, je veux dire, dès qu'on est en connexion avec soi ou avec les autres, il y a tout le temps une relation qui a besoin d'être travaillée, puis ça, c'est pas quelque chose, comme tu dis, qui se fait du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps, quand on prend le temps de regarder ça, puis de le prioriser, finalement, de le prioriser. Mais c'est comme prioriser notre bien-être, notre bonheur. Tout à fait. De se donner le droit de dire, hey, moi, je veux être bien. Oui. Je veux être bien. Fait que, ça, c'est une des façons de pouvoir l'être. Donc, pour éviter aussi, des fois, de tomber dans le trop manger. Puis, si jamais on tombe là-dedans, ben, il ne faut pas qu'on se tape sa tête. C'est correct, exact. On s'accueille là-dedans. C'est comme, je suis là-dedans, là. C'est correct, là. Demain, ça sera un autre journée. C'est une journée à la fois. Puis, des fois, même une heure à la fois, un moment à la fois. Tout à fait. À la fois, une situation.
à la fois, c'est comme il y a des déclencheurs qu'on va être capable de gérer nous-mêmes. Oui. On est comme, oh my gosh, là, j'ai besoin de manger des chips. C'est correct. C'est correct. Parce que, tu sais, manger, c'est une façon de réguler ses émotions. La problématique, c'est quand manger devient la stratégie numéro 1. C'est là que ça devient problématique. Mais tous les êtres humains mangent leurs émotions. Ça va leur arriver. Okay? Je m'inclus là-dedans. Je suis un être humain. Toi aussi. Tout le monde. Okay? Mais la problématique, c'est vraiment quand ça prend trop de place. Quand ça devient la stratégie numéro 1, quand c'est la façon de se déconnecter, de se distraire, de ne pas ressentir, là, ça peut devenir problématique. Okay? Mais sinon, ça fait partie de la vie, puis c'est bien correct. Hein? C'est justement d'avoir cette flexibilité-là, de développer cette flexibilité. Cette flexibilité-là, d'utiliser différentes stratégies pour être en mesure de ne pas tout le temps juste en avoir une, parce que la modération a bien meilleur goût, comme on dit. Puis moi, qui ça a été dans les extrêmes, c'est pour ça que je suis comme, cheminer vers l'équilibre, la modération, yes. C'est ça, l'équilibre, c'est exactement ça. Exact, pour pouvoir avoir un équilibre, puis pas que ça penche tout d'un côté, de ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier, là, comme on dit, et d'être capable de se réguler de d'autres façons, parce que oui, il y en existe d'autres à travers tous les autres partages avec les experts. Vous allez en entendre, mais pour gérer nos émotions, il y en a plein de façons de pouvoir s'auto-réguler. Alors, merci, Annie, d'avoir été là avec nous. Moi, je veux te poser la question, si les gens veulent pouvoir avoir un accompagnement avec toi, si ça l'a connecté avec toi, puis ils disent, hey, je réalise là, que ça a mis une lumière rouge dans leur tête, ils disent, hey, sais-tu quoi, moi, je serais peut-être prêt à prendre ce nouveau chemin-là, puis j'ai peut-être envie de les accompagner plus que par le groupe Cheminer vers l'équilibre. De quelle façon est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi, ou est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu leur proposes d'entrée de base pour qu'ils puissent un peu plus approfondir ça? Tout à fait. Dans le fond, j'ai un programme gratuit en ligne qui s'appelle Rebâtir la confiance en son corps. Okay? C'est 10 capsules vidéo, donc une capsule par jour. Puis là, on est vraiment dans la thématique de la fin. On est dans la thématique de comprendre justement un petit peu c'est quoi ce nouveau chemin-là. Donc, je continue à discuter de ce chemin-là. Donc, c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est le point de départ. Okay? Parce que à la base, là, OK, si on mange nos émotions, OK, si on a des restrictions, on fait du contrôle par rapport à nos aliments, mais si à la base, je ne mange pas suffisamment et régulièrement, c'est ça dans le programme que je vous apprends comment faire concrètement, on passe à côté du bateau. Là, okay? Si je mange trop le soir parce que je n'ai pas assez mangé durant la journée, ça n'a peut-être aucun lien avec mes émotions, c'est juste parce que physiologiquement, je ne me suis pas assez nourrie. Et ça peut aussi être les deux. Ça peut être deux éléments en même temps. Mais la façon, pour moi, c'est de faire un peu du ménage, c'est-à-dire que le côté physiologique, on le met de côté, on le règle. Puis pour moi, ce programme gratuit-là en ligne, c'est vraiment pour faire ces premiers pas-là, pour vraiment tranquillement travailler cette reconnexion-là avec la faim. Okay? Fait que ça, c'est une des façons. Puis je vais mettre le lien dans les commentaires pour le programme. Puis évidemment, sur mon site web, vous pouvez avoir aussi un appel découverte. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur mes autres services que j'offre, c'est le meilleur moyen finalement. On peut s'écrire, on peut prendre une demi-heure ensemble pour voir c'est quoi vos besoins, puis je peux vous diriger vers le meilleur service selon qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment. Je vous mettrai aussi le lien dans les commentaires. Super! Merci, Annie, de toute cette richesse-là que tu nous apportes aujourd'hui. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié notre échange. S'il y en a qui ont des commentaires, des remerciements, des prises de conscience que vous avez faites, s'il vous plaît, marquez-les dans les commentaires. Ça va permettre à d'autres de pouvoir aussi s'identifier pour pouvoir voir que vous n'êtes pas toutes seules là-dedans. On est tous dans le même bateau. On est tous dans ce cheminement-là. Et donc, on évolue. Hein? On évolue graduellement à travers ça. Si jamais vous n'êtes pas déjà dans le groupe Cheminer vers l'équilibre, je vous invite à pouvoir y faire partie pour pouvoir justement participer, à voir, dans le fond, tous ces enregistrements-là qui vont venir avec les différents experts, avec les différents témoignages et aussi d'avoir un groupe de soutien, un groupe d'échange, de partage, d'entraide pour pouvoir cheminer vers cet équilibre-là dans toutes les sphères de notre vie. Alors, je vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci encore une fois, Annie. Ça a été un plaisir. Sûrement, on va avoir la chance de se reparler. Donc, je te dis à bientôt. Bye bye tout le monde.